Au départ, c'était vraiment bénin. Puis là, d'un seul coup, tout s'affole et puis il y a des morts, ça va dans toutes les villes. On a vraiment l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose de grave. On a une liste d'attente pour les masques. Les gens sont même prêts à prendre des masques qui ne sont pas aux normes. Les informations qu'on obtient de la part des médias, le nombre de augmente, etc. Tout ça, ça fait peur. Pékin est vide. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de gens dans la rue. Donc notre vie se résume à faire l'école, travailler depuis la maison, sortir acheter un truc à manger et rentrer. Édition spéciale sur RFI. Nathanaël Vitran. Plus de 600 morts et 30 000 personnes infectées, une vingtaine de pays touchés, des quartiers, des villages, des villes entières placées en quarantaine, les frontières qui se ferment, l'urgence internationale décrétée par l'OMS. Plus d'un mois après son apparition dans le Wuhan en Chine, l'épidémie de coronavirus suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Inquiétude, panique même diront certains. Alors que sait-on du virus? Quels sont les risques? En fait-on trop ou pas assez? Le monde est-il prêt à faire face? Pas de panique ce matin, on va prendre le temps de répondre à toutes ces questions, à toutes vos questions pour déjà tirer les premières leçons d'une crise mondiale. Soyez les bienvenus. À mes côtés pour co-animer cette émission, Simon Rosé du service France Sciences de Radio France Internationale, Hermine Roumiac, journaliste au sein de la rédaction chinoise de RFI, également autour de la table Arnaud Fontanet, médecin épidémiologiste, directeur du département de santé globale à l'Institut Pasteur, Frédéric Vagneron, historien, spécialiste de l'histoire de la médecine et des maladies infectieuses, chercheur également au CNRS, Jean-Louis Mourier, économiste chez le courtier Aurel BGC, et tout à l'heure nous serons également en ligne depuis Kinshasa avec Jean-Marie Kayembe, doyen et professeur de pneumologie à la faculté de médecine de Kinshasa, édition spéciale à retrouver aussi en vidéo sur rfi.fr. Merci à tous d'être avec nous ce matin. Avant de vous donner la parole aux uns et aux autres, on va retrouver tout de suite Stéphane Lagarde, notre envoyé spécial permanent à Pékin. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, comment ça se passe en Chine? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette épidémie de coronavirus et de l'ambiance à Pékin et ailleurs dans le pays? Écoutez, Nathanaël, moi j'étais pas là en 2003 à l'époque du SRAS, mais c'est en tout cas une Chine que personnellement, en tout cas, je n'avais jamais connue. On parle souvent de ces villes asiatiques grouillantes d'activité et de vie. Eh bien là, c'est tout l'inverse. Je vis aujourd'hui dans une capitale fantôme. Pékin se trouve à 2h30 d'avion de l'épicentre de l'épidémie, mais il y a très peu de monde dans les rues ici. Les autorités conseillent de rester à la maison pour éviter toute contagion. Résultat, on a ces blocs d'immeubles qui se barricadent. Les gardiens prennent la température à l'aide de pistolets thermomètres sur le front des habitants à l'entrée. Dans certains ascenseurs, pour décrire un peu à nos auditeurs ce que peut représenter cette peur du virus, dans certains ascenseurs, on trouve parfois des cure-dents ou du papier toilette pour appuyer sur les boutons et pour monter dans les étages. Pourquoi? Par crainte, encore une fois, d'attraper le virus qui se transmet aussi par les mains, par le contact. Les transports circulent à Pékin, le métro, les bus, mais ils sont vides. Et les grands axes de circulation peuvent servir, Nathanaël, de piste d'atterrissage, vu le peu de voitures. Mais vous le savez, les compagnies internationales n'envoient plus leurs avions aujourd'hui en Chine. Et c'est tout le pays, finalement, qui se trouve un peu en quarantaine. C'est en tout cas l'impression qu'on a en vivant ici, à commencer évidemment par les 70 millions d'habitants de la province du Roubaix, d'où est partie l'épidémie, et qui sont depuis maintenant 2 semaines confinés. Alors on va éviter de faire atterrir les avions au milieu de Pékin. Stéphane, est-ce que cette épidémie met le pouvoir chinois en difficulté? Est-ce qu'il est contesté? Il y a en tout cas de la colère. On a vu ces vidéos diffusées ces dernières semaines par des citoyens, des journalistes, des médecins, montrant combien les services médicaux de Wuhan et de sa région avaient été débordés par l'afflux des malades, le manque de lits, de matériel, de médecins. Ces lanceurs d'alerte sont aujourd'hui les véritables héros de cette bataille contre l'épidémie. Le décès d'un jeune ophtalmologue de Wuhan cette nuit a bouleversé littéralement ici les réseaux sociaux. Tristesse et colère pour ce jeune médecin qui a été parmi les premiers à alerter sur le virus avant d'être sanctionné. Son décès, Nathanaël, à 34 ans, de suite de la pneumonie, a aujourd'hui en tout cas incarne le doute des Chinois face aux chiffres et à l'action du gouvernement. Merci Stéphane Lagarde en direct de Pékin. Simon Rosé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette épidémie de coronavirus? Eh bien, on en est à près de 31 500 cas confirmés ce vendredi matin, toujours une écrasante majorité en Chine. La courbe de progression de l'épidémie qui conserve toujours cette même dynamique, toujours en hausse. Exemple frappant, on en a parlé dans le journal, c'est 41 nouveaux cas à bord du paquebot Diamond Princess en quarantaine au large du Japon. Alors même si 28 pays au total ont recensé des cas, cette épidémie, elle reste avant tout une épidémie chinoise. Le pays concentre en effet la quasi-totalité des cas déclarés
déclarés. Des morts aussi, malheureusement, 638 à l'heure où je vous parle. Une seule personne est décédée hors de Chine, c'était aux Philippines. Et en Chine, c'est évidemment la province de Hubei qui est la plus durement touchée, l'épicentre de l'épidémie. 618 personnes y ont succombé au coronavirus. Tous ces chiffres, ce sont ceux actualisés de l'université américaine Johns Hopkins qui réalise un gros travail de suivi de l'épidémie. Il y a certes le triste bilan comptable, il y a également, on l'a entendu avec Stéphane Lagarde, les conséquences sur la vie de tous les jours, avec plusieurs dizaines de millions de personnes en Chine qui se retrouvent aujourd'hui confinées dans des villes coupées du monde à la suite des mesures de prévention prises par les autorités chinoises. Alors Arnaud Fontanet, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste à l'Institut Pasteur. Le coronavirus, en quoi ça consiste exactement? C'est une infection respiratoire comme la grippe? Alors, ce nouveau coronavirus fait partie d'une famille de virus bien connus. Il y en avait déjà 6 qui donnaient des manifestations respiratoires chez l'homme, 4 relativement bénins avec plutôt des rhumes qui étaient saisonniers, et puis 2 autres, le coronavirus du SRAS de 2003, et puis celui du MERS qui circule dans le Moyen-Orient et qui est transmis par les dromadaires. Et donc c'est le 7e qui vient d'être identifié et qui est responsable de cette épidémie. Ça donne effectivement des signes respiratoires de type pneumonie avec fièvre et toux et quelquefois essoufflement sur les formes plus graves. Et la source donc, ce sont des virus qui étaient présents chez les animaux qui se transmettent tout d'un coup chez l'homme, c'est ça hein? Alors c'est l'histoire qui se répète par rapport à ce qu'on savait du coronavirus du SRAS, puisque il y a une chauve-souris, le génome de ce nouveau virus est à 96% identique à celui retrouvé chez une chauve-souris du centre de la Chine en 2018. Mais on sait qu'il y a eu ce qu'on appelle un hôte intermédiaire, un animal qui est vendu dans des marchés, très vraisemblablement dans les marchés d'animaux de Wuhan, d'où est partie l'épidémie, puisque parmi les premiers patients, beaucoup d'entre eux avaient des contacts avec ce marché d'animaux. En revanche, on n'a pas réussi à identifier cet hôte intermédiaire. Pour le SRAS, ça avait été la civette palmiste masquée, qui était vendue dans ces marchés et restaurants du sud-est de la Chine. Cette fois-ci, le marché a été fermé et on n'a pas de résultats d'investigation, sauf que des prélèvements dits environnementaux dans ce marché ont retrouvé, dans la partie du marché où on vendait des animaux sauvages, ont retrouvé la trace du nouveau coronavirus. Arnaud Fontanet, pourquoi c'est important pour vous de trouver justement toute cette chaîne de contamination, essayer d'identifier tous ces hôtes différents avant que ça arrive dans la population humaine? Alors d'abord, c'est important parce que pour le coronavirus du SRAS, en 2003, on a réussi à éliminer le virus de population humaine. L'épidémie s'était arrêtée en juillet 2003, mais surtout, il n'a pas pu être réintroduit à partir de son réservoir animal, puisque les civettes, aujourd'hui, elles vivent paisiblement dans les forêts de Chine, et c'est très bien pour tout le monde. Et là, si on trouvait le réservoir et puis l'hôte intermédiaire qui ont transmis donc le virus dans le marché de Wuhan, on pourrait interdire sa consommation, mais je pense que les autorités chinoises ont déjà mis un ban temporaire sur la vente d'animaux sauvages dans les marchés, et qu'à l'issue de cette épidémie, des questions seront certainement posées sur la pertinence de continuer de consommer des animaux sauvages quand on voit les conséquences dévastatrices qu'on peuvent avoir ces épidémies. Frédéric Vagneron, votre perspective d'historien, ce type d'épidémie, on a commencé déjà à l'évoquer, ça n'a rien de nouveau vraiment. Alors, ce qui est sûr, c'est que ces épidémies liées à des relations avec la faune sauvage, c'est des épidémies qui sont connues depuis le 19e siècle, par exemple, qui ont été étudiées. Mais il y a un regain de connaissances sur ces épidémies zoonotiques, ces zoonoses, à partir du moment où on a développé les réseaux de surveillance. Zoonoses, ça veut dire donc quoi? Les zoonoses, c'est les maladies qui se transmettent des hommes aux animaux et des animaux aux hommes. Et le développement des réseaux de surveillance, notamment virologiques, vont permettre de voir apparaître ces réservoirs de maladies qui se transmettent des animaux aux hommes, par exemple la grippe. On sait que c'est une maladie zoonotique à partir du dernier tiers du XXe siècle. Et depuis cette époque-là, on a une connaissance de plus en plus fine de ces virus et de ces transmissions entre les animaux et les hommes. Alors justement, vous évoquez la grippe saisonnière en France fait plusieurs milliers de morts chaque année. Là, on en est à 600 à ce jour. En quoi est-ce que c'est différent et en quoi est-ce qu'on ne peut pas comparer tout à fait ces deux maladies, ces deux virus ? Alors, ce sont deux virus déjà biologiquement totalement différents. Hein. Donc, ils se rejoignent sur la nature des manifestations respiratoires. Hein. Dans les deux cas, on a des pneumopathies qu'on dit d'allure virale. Hein. C'est l'apparence à la radio qui nous fait évoquer ce type de diagnostic. Maintenant, les traitements ne sont pas les mêmes. Hein. Il y a un traitement pour la grippe, il n'y en a pas pour ce nouveau coronavirus. Il y a un vaccin pour la grippe, il n'y en a pas pour ce nouveau coronavirus. Donc, on est sur des virus qui sont biologiquement très différents.
Hermine Roumiac, on a pu l'entendre tout à l'heure avec Stéphane Lagarde. Il évoquait le cas de ce médecin qui avait donné l'alerte avant de perdre la vie. Ça a provoqué beaucoup de colère sur les réseaux sociaux. Est-ce que les autorités chinoises ont réagi trop tard? Est-ce que c'est ce qu'on entend un peu sur les réseaux chinois? En fait, ce qu'on sait, c'est que les premiers cas ont été alertés par les hôpitaux le début du mois de décembre l'année dernière. Donc, la date exacte, c'est le 8 décembre. Donc, en fait, les médecins dans les hôpitaux ont alerté qu'il y a des virus qui circulent, qui ressemblent beaucoup à SRAS, mais on ne savait pas ce que c'était. Donc, les 8 médecins, dont le médecin qui est décédé hier, a donné l'alerte sur le réseau interne, c'est-à-dire entre les amis, copains de médecins. Donc, tout de suite, ça a été étouffé parce qu'ils ont été tous invités à prendre un thé, plus que prendre un thé avec les policiers, les policiers leur sonner de retourner au travail et se taire. Donc, ils ont signé aussi un papier comme quoi ils vont plus propager des soi-disant fausses nouvelles, fake news, etc. Donc, cette nouvelle, c'est-à-dire il y a 8 médecins qui propagent les fake news, ont été diffusés sur les chaînes de télévision nationales. Donc, c'était des fake news, c'était annoncé par les présentateurs de télé. Donc, du coup, la nouvelle a été étouffée. Et ensuite, le maire de la ville de Wuhan a annoncé plus tard que lui, il a alerté le Pékin pour cette nouvelle, mais il attendait toujours l'ordre d'agir. Donc, en fait, pendant 1 mois et demi, jusqu'à le 23 janvier, quand Xi Jinping a donné l'ordre d'agir, donc la ville de Wuhan a été subitement mise en quarantaine, forcée, mais la nouvelle a été donnée 10 heures en avance de cette fermeture de ville. Donc, selon le maire, il y a 5 millions de personnes ont quitté déjà la Chine, quitté déjà Wuhan, la ville. Vraiment. Donc, avec eux, peut-être, il y a beaucoup de porteurs de virus. Donc, est-ce que les alertes des infos ont été étouffées? C'est la cause de ce retard de ce qui cause beaucoup d'interrogations sur les réseaux chinois et auprès des citoyens en Chine, évidemment. Autre conséquence à l'international de cet isolement, c'est la fermeture des frontières. La Corée du Nord a été le premier pays à fermer sa frontière. Suivent la Mongolie, le Kazakhstan et la Russie depuis hier. British Airways says it's stopping all direct flights effective immediately. À son tour, c'est Air France qui annule tous ses vols pour au moins 10 jours. Jean-Louis Mourier, en tant qu'économiste, voir qu'un virus puisse avoir de telles conséquences, la fermeture des frontières, les compagnies aériennes qui ne desservent plus la Chine, c'est inquiétant pour l'économie mondiale? Il y aura des conséquences pour l'économie mondiale. Il y a 2 niveaux de conséquences. Le premier, c'est sur l'activité en Chine de la maladie elle-même, puisqu'il y a des gens qui ne vont plus travailler, etc. Et le plus gros des conséquences, c'est les réactions face à ça, c'est-à-dire les mesures qui sont prises de confinement. Les gens ne sortent plus de chez eux, comme disait votre correspondant à Pékin tout à l'heure. Même à Pékin, il n'y a pas un confinement total, mais il y a beaucoup moins d'activité. Il ne faut pas oublier que la Chine est aujourd'hui une économie très intégrée dans l'économie mondiale. On parle de l'atelier du monde, mais c'est aussi un très gros importateur, c'est-à-dire que c'est le premier client de la plupart des pays dans le monde aujourd'hui. Je rappelle que 13% des exportations mondiales vont en Chine. Donc si l'activité freine beaucoup, ce qui sera le cas au moins au premier trimestre cette année, il y aura des conséquences économiques évidemment importantes. Est-ce qu'on n'est pas en train de surréagir, de donner à ce virus une ampleur économique que l'épidémie ne méritait peut-être pas? L'ampleur économique, on ne la connaît pas aujourd'hui. Elle dépend, c'est pas moi qui ai la réponse à ça. On est, nous, dans une incertitude totale. Ça dépend de combien de temps va durer cette épidémie, combien de temps vont durer les mesures de confinement, combien de temps va durer le blocage économique qui en résulte, en fait. Pour le reste, des entreprises qui avaient arrêté une partie de leur activité ont annoncé qu'elles voulaient reprendre la semaine prochaine. Est-ce qu'elles le feront ou pas? Je suis incapable de vous répondre aujourd'hui. On va attendre de voir comment les choses vont évoluer. Sophie Malibaud nous rejoint en studio. On va le voir, malheureusement, cette épidémie, ça a aussi été l'occasion de nombreuses rumeurs, de fausses informations sur les réseaux sociaux. Qui, Sophie, relaye les théories conspirationnistes? Alors, beaucoup de théories fumeuses qui circulent, imprégnées de suspicions anti-chinoises, anticommunistes, venant principalement de l'ultra-droite américaine, qui ne visent pas seulement à critiquer la façon dont Pékin gère la crise, mais qui vont beaucoup plus loin. En résumé, on nous cache tout, le virus ne serait pas né dans la nature, mais dans un laboratoire. Il se serait échappé de l'Institut de virologie de Wuhan, où se trouve un laboratoire de biosécurité de niveau 4, le niveau le plus élevé où sont manipulés les virus les plus dangereux
au monde, SRAS, Ebola et autres. Alors c'est irréfutable, le coronavirus est l'invention de scientifiques dans un laboratoire, c'est ce que veut nous faire croire le site pseudo-scientifique anti-vaccin Natural News. Autre exemple, le site Zero Hedge qui a été brièvement suspendu par Twitter. Ce site a fait circuler sur Internet les coordonnées d'un chercheur de l'Institut de virologie de Wuhan, expliquant comment il a été recruté pour travailler sur la chauve-souris, animal bien connu pour concentration de virus dangereux. Simplement, au lieu de présenter ce scientifique comme quelqu'un qui lutte contre la propagation de ce type de virus, il est accusé comme étant lui-même responsable de la propagation du virus et son laboratoire est incriminé, suspecté de travailler en fait à la fabrication d'armes biologiques. On a même un magazine français, Challenge, qui tombe un peu dans ce registre conspirationniste en évoquant la sulfureuse coopération franco-chinoise à Wuhan. En fait, ce qui est vrai, c'est que la coopération entre les Chinois et l'Institut Pasteur a fait l'objet d'enquêtes minutieuses pour éviter effectivement que Pékin n'utilise les équipements fournis à des fins offensives. Cette coopération a été lancée en 2004 au temps de Jacques Chirac et le laboratoire a finalement été inauguré en 2017 s'agissant d'un domaine sensible. Le fait que des enquêtes soient menées et que l'on prenne des précautions est plutôt chose normale, mais dans le récit complotiste, c'est utilisé pour nourrir le soupçon. Alors l'argument des complotistes, c'est aussi de dire, comme de par hasard, c'est à Wuhan que se trouvent ces installations et c'est là qu'explose le virus. Mais en fait, c'est justement parce que c'est dans cette région de Chine qu'émerge un grand nombre de nouveaux virus que la France et la Chine ont décidé d'y développer ce laboratoire au plus près des lieux d'émergence pour pouvoir séquencer rapidement le virus. Alors autrement dit, le raisonnement complotiste inverse en fait la cause et les faits. Et puis je voudrais ajouter pour terminer que dans une tonalité plus ouvertement politique, on a des sites ultra-droites comme War Room 2020 de Steve Bannon qui parle de pandémie et de Tchernobyl chinois. Dans la même veine, The National Interest publie un article du néoconservateur Paul Wolfowitz avec ce titre « Le Tchernobyl chinois, le communisme est la raison pour laquelle le coronavirus est si dangereux ». La ligne éditoriale est assez claire. Il s'agit en général de saisir l'opportunité du virus pour enfoncer le régime de Pékin. Merci beaucoup Sophie Malibaud. Les réseaux sociaux, on peut aussi y trouver des informations fiables. Ce live, cette édition spéciale à retrouver sur le Facebook Live de RFI. Arnaud Fontanet, je vous voyais réagir, lever les yeux au ciel quand on évoquait cette collaboration entre l'Institut Pasteur et un laboratoire chinois. Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste et pourquoi, ce que nous expliquait Sophie, pourquoi on s'est installé dans cette région où justement les virus sont susceptibles d'apparaître plus qu'ailleurs. Alors, c'est vrai que, en fait, il faut revenir à l'épidémie de SRAS en 2003, qui avait été très marquante évidemment pour la Chine, et la volonté des autorités chinoises, après cette épidémie, de se doter d'un laboratoire qui leur permettrait de travailler sur des virus dangereux, de niveau P4. Je pense qu'il y en a aujourd'hui à peu près 30 dans le monde, des P4. P4, c'est une... dans la classification, c'est celle où on traite les virus qui sont potentiellement les plus dangereux, facilement transmissibles, pour lesquels il y a des mortalités fortes et pour lesquels les moyens de protection ne sont pas simples à... Mais ce fantasme d'un laboratoire dans lequel on fabriquait des virus, ça n'a rien de crédible. Donc ça, c'est l'histoire de la naissance de ce P4. Et comme vous le rappeliez très bien, il a eu beaucoup de temps a été pris pour s'assurer que toutes les conditions étaient réunies, puisqu'il a fallu attendre 2017 pour l'inauguration de ce P4. Maintenant, ces rumeurs sur des origines, entre guillemets, de manipulation à visée de bioterrorisme ou quoi que ce soit, de virus, on les entend régulièrement à chaque émergence, il n'y a absolument rien de nouveau. Et puis là, on a quand même une explication naturelle, très simple à l'émergence de ce virus qu'on évoquait tout à l'heure. On sait qu'il y a dans la chauve-souris un virus absolument identique et que l'animal hôte intermédiaire est un scénario qui, pour tous les scientifiques, ne pose aucun problème. Donc aucun doute là-dessus. C'est bien de le dire très clairement. RFI, toujours en édition spéciale jusqu'à 9h. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter avec le mot-clé RFI Matin. Tous nos contenus à retrouver aussi sur rfi.fr, tag coronavirus, infographie très complète à retrouver en 7 points. Reste avec nous dans une minute, le Journal Afrique. Édition spéciale sur RFI. Franchement, on a peur et on se dit, on ne peut pas dire que ça n'arrive qu'aux autres. On est tous exposés. Nous sommes enfermés complètement dans un avion qui est contaminé, qui n'est pas contaminé. Et du coup, nous toussons ici, nous toussons par là. Je suis vraiment inquiet.
Parole d'Africains inquiets de cette épidémie de coronavirus. Bienvenue si vous nous rejoignez RFI en édition spéciale pendant encore 20 minutes avec nos spécialistes maison, nos invités en studio et également sur les réseaux sociaux, Facebook Live de RFI. Cette édition spéciale à suivre. Avant de vous redonner la parole aux uns et aux autres, on va retrouver tout de suite en ligne Jean-Marie Kayembe, doyen, professeur de pneumologie à la faculté de médecine de Kinshasa. Bonjour monsieur. Jean-Marie Kayembe, d'abord, est-ce que votre pays, le continent africain de manière plus générale, est prêt à faire face à une telle épidémie? Oui, on peut confirmer que nous sommes prêts. On s'y attend, étant donné que tous les jours, on a ces nouvelles alarmantes qui nous proviennent de Chine. Et les médias nous aident absolument à nous tenir prêts pour faire face à une éventuelle invasion du continent par le coronavirus. Cette réunion à Dakar qu'on évoquait dans le journal à l'instant, elle est utile pour vous, utile de former les médecins, les personnels de médecine, le personnel médical africain à repérer le coronavirus? Absolument. Je pense qu'on est toujours un petit peu plus fort en se mettant ensemble, en échangeant les expériences, etc. Le continent est tout à fait servi en cela par... aujourd'hui, la riposte vis-à-vis de la maladie à virus Ebola, dans laquelle mon pays s'est particulièrement illustré avec les travaux de recherche du professeur Muyembe éventuellement. Cette réunion est importante et notre pays y participera. Alors justement, le Ebola, c'est effectivement une autre infection respiratoire, autrement plus mortelle que ce coronavirus. Quelles leçons exactement est-ce qu'on peut tirer de la lutte contre Ebola aujourd'hui, Jean-Marie Kayembe? Eh bien, ouais, la lutte contre Ebola a mobilisé le monde international, la communauté scientifique, etc., pour mettre ensemble les efforts en vue d'abord d'un dépistage rapide et d'une prise en charge efficiente, préventive et curative aujourd'hui de la maladie à virus Ebola. Les scientifiques du monde entier, sous l'égide de l'OMS, le leadership de différents pays, nous sommes, nous, au Congo, à la 10e épidémie de virus Ebola. Ce qui nous donne un instant une longueur, évidemment, une expérience dans la riposte contre cette maladie. Nous mettons ensemble, nous capitalisons toutes les recettes dans la prise en charge, tant pour un diagnostic précoce, mais aussi pour amener à la résilience des populations. Parce que Ebola est aujourd'hui un fait hautement sociologique et culturel. Arnaud Fontanet, sur cet aspect de la lutte contre Ebola qui peut aujourd'hui donner des outils peut-être aux pays africains et peut-être au reste du monde pour lutter contre cette épidémie de coronavirus. Alors il est vrai que les méthodes de contrôle de l'épidémie sont similaires. Donc Ebola, c'est une fièvre hémorragique virale avec des patients qui, dans les phases terminales de la maladie, sont contagieux par en fait tous les fluides corporels mais la stratégie de lutte, elle est basée sur l'isolement des patients, elle est basée sur le suivi des contacts, sur une durée qui permet de savoir s'ils ont été infectés ou pas, et elle est basée aussi sur des restrictions de déplacement dans les zones touchées. Donc on est en fait sur les mêmes schémas de lutte et de contrôle que ce que l'on voit et on penserait mettre en place pour ce nouveau coronavirus s'il devait par exemple arriver sur le continent africain. Pour Ebola, maintenant, on dispose aujourd'hui d'un vaccin. Ce n'est pas le cas pour le coronavirus. Et il y a aussi des traitements qui maintenant sont connus comme pour être efficaces pour Ebola. Et la recherche n'est pas aussi avancée pour le coronavirus. Frédéric Vagneron, sur les enseignements à tirer d'une épidémie à une autre, est-ce qu'on apprend toujours, on a appris du SRAS, on apprend d'Ebola et à chaque fois on développe des outils qui permettent de lutter contre un nouveau virus? Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a des mémoires qui sont finalement assez locales, puisque tout le monde n'a pas été touché par Ebola. Donc effectivement, au niveau des pays, on se rappelle des épidémies précédentes qui ont été frappantes, à la fois au niveau des autorités politiques et au niveau, par exemple, du corps médical. Et puis plus généralement, il y a un partage d'informations, et ça, c'est véhiculé par des organisations internationales, par exemple. Et là, il y a toute une réglementation qui a été mise en place et une diffusion de ces informations, notamment par l'OMS. Qui existe depuis le milieu du XXe siècle, mais qui a beaucoup développé cette question de l'alerte. C'est devenu un peu son précaré, l'alerte vis-à-vis des épidémies, et notamment à partir des années 90, il y a une grande rupture finalement qui est la pandémie de sida, qui montre que le sentiment de sécurité qui existait auparavant vis-à-vis des infections, et je parle de sécurité pour les pays du Nord principalement,
il y a une rupture qui se passe avec la pandémie de sida et il y a un développement des dispositifs et des infrastructures, avec l'OMS notamment, mais avec l'aide des Américains et des scientifiques, pour justement baliser la possible émergence et réémergence, c'est le nouveau terme, les maladies émergentes et réémergentes, d'événements sanitaires catastrophiques potentiellement. Et donc là, on a une alerte qui va se mettre en place et qui aussi donne toute cette information. Aujourd'hui, tout ce discours aussi sur la peur, il est lié aussi à ce développement de différents types d'informations, y compris du point de vue des États, mais aussi, on l'a vu, des réseaux sociaux et aussi de la presse de l'information. RFI, il est 8h46, toujours en édition spéciale, jusqu'à 9h. Personnellement, je n'ai pas peur parce que je sors presque tous les jours, mais on essaie toujours de se protéger, surtout éviter les endroits où il y a beaucoup de gens. Actuellement, dans le bus, dans le métro, dans les taxis, il est obligé à tout le monde d'avoir le masque. Avant de monter dans le bus aussi, il y a je peux appeler ça thermomètre, on vérifie la température de tous les gens. La parole d'un Congolais commerçant installé à Canton en Chine. Jean-Louis Mourier, pour l'instant, aucun cas de contamination n'a été signalé sur le continent africain. Mais on sait que les liens entre l'Afrique et la Chine sont très forts aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre. Là, on entend un commerçant africain installé en Chine, mais il y a aussi beaucoup de Chinois qui travaillent sur le continent, dans différents pays. Tout à fait. La Chine a énormément investi ces dernières années dans beaucoup de pays africains. Pour différentes raisons. D'abord, ils ont pris une place qui avait été abandonnée un peu par d'autres. Ensuite, parce qu'ils consomment beaucoup de matières premières et qu'il y a beaucoup de matières premières, notamment minérales, dans les pays africains. Les liens sont évidemment très étroits entre les deux. Il y a même, ça pose même des problèmes dans certaines villes africaines où les entreprises chinoises sont arrivées avec tous leurs ouvriers sur place sans employer de main-d'œuvre locale, et ça a pu poser des problèmes un peu avec la population locale. Mais globalement, on a effectivement des liens très importants. Maintenant, c'est pas pour ça que les conséquences économiques de ce qui se passe en Chine aujourd'hui seront les plus fortes sur l'Afrique. Évidemment, tous les producteurs de matières premières, africains comme d'Amérique latine, vont être particulièrement affectés par le quasi-arrêt ou le très fort ralentissement de l'activité industrielle en Chine, mais pas plus l'Afrique que le Chili ou la Colombie ou le Pérou, par exemple. Arnaud Fontanet, sur le plan épidémiologique, avant de vous donner la parole, par Hermine Roumillac, pardon. Sur le plan épidémiologique, ces liens très forts entre l'Afrique et la Chine, ça pose une problématique particulière ? Bien, en fait, l'approche épidémiologique, pour essayer de voir quels seraient les points d'émergence possibles en Afrique subsaharienne et même dans le Maghreb, ça a été de regarder les flux d'avions qui existent entre les deux continents. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup avec des plateformes, par exemple, Addis Abeba, Ethiopian Airlines est le principal relais. Et il y a une simulation qui a été publiée il y a 2 jours qui indique donc les pays qui sont les plus exposés. Pour essayer d'anticiper. Maintenant, je crois que l'important, c'est que tous les pays se préparent parce que les chemins suivis par les passagers peuvent quelquefois nous surprendre et c'est ce qui est en train de se faire. Il faudra une très grande vigilance. Après, on ne sait pas comment peut se comporter ce nouveau coronavirus s'il arrivait sur le continent africain. On sait que, par exemple, la grippe, il n'y a pas des saisons tranchées dans les régions tropicales. Donc, la grippe circule un peu toute l'année et on ne sait pas non plus l'effet que la température peut avoir sur ce coronavirus. Ce sont des virus saisonniers qui préfèrent les températures froides. Ils vivent plus longtemps sur les surfaces en température froide. Et puis, le fait que les gens aussi restent chez eux ensemble en pleine période hivernale contribue à la transmission des infections respiratoires. Donc, il faut être extrêmement vigilant parce qu'on connaît toutes les conséquences d'une épidémie qui se déclare et comme on peut le voir aujourd'hui en Chine, mais en même temps, on ne peut pas aujourd'hui prédire ce qui se passerait d'un point de vue de transmission de ce virus s'il arrivait sur un pays africain. En tout cas, pour l'instant, la vigilance est de mise. Hermine Roumillac, vous vouliez réagir ? Oui, parce qu'en fait, en Chine, tout le monde se demande quand ça va terminer cette épidémie, parce que voilà, mais il y a un petit espoir, c'est que quand il fera un peu plus chaud, c'est comme le docteur a dit tout à l'heure, ce virus n'aime pas la chaleur. Donc pour l'instant, on voit qu'en Afrique et en Amérique du Sud, où c'est plutôt l'été, il n'y a pas de cas en fait. Presque pas de cas affectés. Est-ce que la chaleur va arrêter cette épidémie? Est-ce que ça va améliorer la situation à part les mesures de confinement? Est-ce que ce serait une possibilité
Oui. Arnaud Fontanet et Frédéric Vagneron juste Juste un après. commentaire très court là-dessus. Il ne faut pas oublier quand même que le coronavirus du MERS, du Moyen-Orient, circule dans les pays du Golfe. Et donc voilà, sur la température, ce sont vraiment des spéculations qu'on fait aujourd'hui qui font qu'on est très désarmé pour prédire ce qui pourrait se passer. Mais voilà, il y a quand même un coronavirus qui circule très bien dans les pays du Golfe à partir des dromadaires. Et donc voilà, on est dans l'incertitude. Frédéric Vagneron, la différence entre une épidémie et une pandémie, qu'est-ce qui fait qu'un virus devient tout d'un coup mondial ? Il y a deux questions. Il y a une question de terminologie auquel l'historien peut répondre. C'est-à-dire qu'une épidémie, a priori, c'est lié à un espace géographique relativement limité, donc une maladie qui va circuler dans un espace relativement limité. Et une pandémie, ça va se déclarer et se développer, se propager à l'échelle mondiale. Ça, ce serait la définition de base. Après, on a vu, par exemple, en 2009, qu'il y a des débats sur cette définition de la pandémie. Et par exemple, l'OMS, en 2009, au moment du H1N1, déclarait pandémie à partir du moment où il y avait un nouveau virus. C'était le fait que ce soit une grippe pandémique, donc un nouveau virus, qui a fait qu'il y a eu une alerte mondiale. C'était la nouveauté et pas la nouveauté du virus, l'extension et non géographique. pas l'extension géographique ou la gravité. Ce qui est finalement un attendu de la part des populations. D'une certaine manière, on s'attend à ce qu'une pandémie soit quelque chose de catastrophique. Or, là, il y a une forme de conflit et c'est aussi ce qui fait les discussions et les débats et les interrogations qui sont légitimes. On parle souvent des peurs irrationnelles de la population ou déraisonnées. Alors effectivement, il y a des épiphénomènes et il y a des fake news qui circulent, des rumeurs, des fausses nouvelles. Il y a aussi toute une partie des discussions qui sont légitimes de la part des populations qui cherchent à savoir et qui ont plusieurs sources d'informations, les États, les organisations internationales, la presse, les réseaux sociaux. Et il y a des jeux qui se passent aussi par rapport à ces contrastes. Est-ce que pandémie veut dire forcément quelque chose d'extrêmement grave ? Et puis, pour reprendre l'exemple du H1N1 en 2009, on en parlait tout à l'heure, il y a des gens qui en ont extrêmement souffert, quand bien même au niveau mondial, finalement, ça a été, si je puis dire, décevant. Mais vous voyez... Pour l'historien que vous êtes, quand ça se passe. des maladies. Alors, je vais vous renvoyer aussi au site internet de RFI. Une infographie très bien faite explique beaucoup de choses sur ce coronavirus. Voilà, beaucoup de détails à retrouver sur notre site internet. Je voudrais revenir rapidement avec vous, Jean-Louis Mourier. On a évoqué tout à l'heure la fermeture des frontières en partie. Il y a aussi beaucoup de compagnies aériennes qui ont arrêté de desservir la Chine, ou en tout cas une partie des villes en Chine. Est-ce que pour le secteur aérien, ce type de virus, et en tout cas les décisions qui ont été prises aujourd'hui, sont des mesures de précaution, mais est-ce qu'elles auront des conséquences pour le secteur aérien d'un point de vue économique et pour le tourisme peut-être aussi ? Elles auront forcément des conséquences pour les compagnies qui ont interrompu une partie de leur liaison, puisque c'est pour elles de la perte de chiffre d'affaires immédiat. Mais alors, est-ce que c'est faute de demande, parce que les gens ne veulent plus aller en Chine et donc on ferme parce qu'on est obligé, ou est-ce que c'est une mesure de précaution, ou un peu les deux ? Il y a les deux. Il y a les deux. Clairement, aujourd'hui, les gens qui veulent... Et de toute façon, ne serait-ce que pour les voyages d'affaires, les entreprises n'envoient plus personne en Chine, sauf besoin absolu immédiat. C'est ce qu'a déclaré le patron d'Apple récemment. Cette personne dans son staff ne va en Chine aujourd'hui, sauf s'il y a une question très grave de business qui se pose. Donc les compagnies aériennes sont pas merci de ça. Après, elles font un petit peu de communication sur le fait qu'elles prennent des mesures de précaution pour pas exposer leurs passagers à cette épidémie et pas participer non plus à transformer l'épidémie en pandémie en fait. Donc c'est un point important. Le point du tourisme est très très important puisque depuis l'ouverture et la montée en puissance de l'économie chinoise et la montée en puissance d'une classe moyenne en Chine, les touristes chinois sont devenus les plus nombreux dans le monde et ceux qui se déplacent le plus. Dans toutes les villes européennes, dans toutes les villes d'Amérique du Nord. On n'en voit plus au Louvre, paraît-il. Je ne sais pas, je ne suis pas allé au Louvre récemment. Mais globalement, les touristes chinois sont ceux qui se déplacent et ils dépensent beaucoup. On parle des secteurs qui sont affectés par cette crise sanitaire en Chine aujourd'hui. Il y a le secteur du tourisme évidemment, le secteur du luxe européen et français en particulier est très affecté parce que les ventes en Chine, que ce soit en Chine continentale ou à Hong Kong, ont diminué fortement. Alors, il y a déjà eu avant la crise sociale à Hong Kong qui les avait affectés. Il y a aussi le fait que les touristes chinois, quand ils viennent en Europe, en France en particulier, achètent beaucoup de produits luxe. S'ils viennent nombreux, les ventes seront beaucoup plus faibles en fait. On a évoqué depuis le début de cette émission toutes les épidémies qu'on a connues depuis 20 ans, le SRAS, H1N1, le MERS. Est-ce qu'on doit s'habituer à voir ces nouvelles épidémies surgir régulièrement de par le fait de l'urbanisation, qu'on grignote un peu sur l'espace des animaux et que du coup ces populations animales et humaines se mélangent ? Monsieur Dr Fontanier ?
Alors effectivement, comme on l'a évoqué au début de cette émission, on parle de zoonose, donc de virus transmis du monde animal vers l'homme. Les contacts entre l'homme et l'animal sont à l'origine de ces émergences. Il y a des densités humaines, en tout cas, beaucoup plus élevées aujourd'hui. Dans la diffusion après, la rapidité avec laquelle on se déplace contribue. Et maintenant, au point d'émergence, il y a des personnes qui évoquent par exemple le fait que la déforestation, en augmentant la concentration des animaux sauvages, fait que quand des personnes vont dans ces forêts, ils se retrouvent avec une densité animale plus forte et donc plus de risques de contact. Donc, en tout cas, ce qu'on peut observer depuis maintenant quelques dizaines d'années, c'est une augmentation de la fréquence avec laquelle des épisodes de pandémie se répètent. Je rappelle qu'en 2016, on faisait face au virus Zika, qu'on a eu plusieurs épidémies d'Ebola qui se sont répétées et qui sont maintenant d'amplitude beaucoup plus forte. Celle qui a lieu actuellement en DRC doit être à 3000 personnes touchées. On a eu la très grande pandémie en Afrique de l'Ouest en 2013-2014. On a vu la pandémie en 2009 de la grippe. Enfin bref, les exemples se répètent et il faut s'habituer à y faire face et être mieux préparé parce que c'est notre destin des prochaines décennies. Et du coup, la stratégie, c'est justement cette alerte très précoce, essayer de caractériser ces nouveaux virus très rapidement avant que la situation n'échappe totalement. Alors effectivement, aujourd'hui, on ne sait pas dire où et quand sera la prochaine pandémie. Il faut réagir extrêmement vite. Par rapport à cet épisode de Wuhan à la mi-décembre, il y a eu d'un côté une prouesse technologique de la part des scientifiques chinois qui, en moins d'un mois, ont publié la séquence complète d'un virus qui est inconnu. Et ça, c'est absolument remarquable. Ça a permis à tous les laboratoires du monde de s'équiper avec des tests spécifiques pour pouvoir diagnostiquer les cas exportés de la Chine. En revanche, il y a eu sur la communication de ce foyer initial jusqu'à la mi-janvier un scénario qui nous était proposé de 40 personnes qui avaient été au contact du marché, mais pas de transmission interhumaine, donc pas de risque d'épidémie, où là, on se rend compte a posteriori que du temps a été perdu et on le paye très cher aujourd'hui. Frédéric Vagneron, très rapidement. Juste un élément... Il y a effectivement de plus en plus d'apparitions de virus émergents et de maladies émergentes. Et il y a eu un développement des systèmes et des dispositifs pour surveiller et baliser justement ces émergences. Et en même temps, il y a quand même des maladies très anciennes qui continuent à sévir. On parle par exemple de l'épidémie de rougeole qui a en Afrique centrale, qui a fait 6000 morts l'année dernière. Donc il y a deux niveaux politiques entre ces nouvelles maladies émergentes sur lesquelles on se focalise parce qu'elles peuvent arriver aussi dans d'autres pays, et puis des épidémies qui continuent à se passer et contre lesquelles il y a des solutions pour le coup. Il y a une maladie malheureusement contre laquelle il n'existe pas de vaccin et elle est très ancienne. J'ai eu une remarque d'un ami qui me disait qu'il allait plus rester avec moi parce que j'étais chinoise, même si je le suis pas. Et comment vous avez réagi? Je lui ai pas parlé, je suis partie. C'est blessant pour les Asiatiques de savoir qu'il y a des gens qui s'éloignent d'eux juste parce qu'ils sont asiatiques et qui pensent qu'ils ont le virus alors que c'est faux. Voilà, cette maladie, c'est le racisme. Frédéric Vagneron, la peur que peut provoquer un virus et qu'on étend tout d'un coup à une population tout entière, là aussi, ça n'est pas très nouveau malheureusement. Non, alors ça a été très bien présenté. Jean Delumeau, un historien qui est décédé récemment, qui a travaillé sur l'histoire de la peur en Occident. Et on parlait tout à l'heure des fake news avec les scientifiques. Les semeurs pestes, les empoisonneurs, sont effectivement désignés comme des boucs émissaires, historiquement au moins depuis l'époque moderne. Ce qui est sûr, c'est que là, ces désignations des populations perçues comme chinoises, comme les semeurs finalement de la maladie, correspond à des actes qui sont clairement racistes. Merci Frédéric Vagneron, ce sera malheureusement le mot de la fin. On aurait aimé terminer sur une note un peu plus positive, mais il faut qu'on se quitte. Merci à tous, Arnaud, Frédéric Vagneron, Jean-Louis Mourier, à la rédaction en chef Simon Rosé qui était avec moi en studio, Bruno Faure en régie, à ses côtés Jérémy Bessé qui assurait la réalisation ce matin, Yann Bourdelas. Cette édition Coronavirus continue avec Juan Gomez dans Appel sur l'actualité. Arnaud Fontanet, vous serez toujours en studio.